Ah oui, donc il a coupé comme ça. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition littérature qui sera consacrée au 10e album et final, bon, certains diront enfin, mais bref, on y reviendra, de la série Dark Vador de 2020. Alors, derrière, on est déjà en 2025, c'est la série qui a débuté en 2020, non pas, parce qu'il y a eu 2 autres séries Dark Vador avant cela. Ici Francis en direct de Québec et comme à notre habitude pour les émissions comics, on retrouve Jean en direct de Vancouver. Ça va bien, Jean? Salut à tous, salut à Francis, oui, ça va super bien et je te remercie là en direct, je t'avais même pas averti, mais merci énormément pour ta flexibilité concernant les émissions. Là, j'étais un peu poussé pour qu'on change un peu nos habitudes là d'enregistrement et je te remercie énormément là parce que tu as plus d'enfants que moi et moi j'ai plus de mal à m'organiser bizarrement. Tu vois. Ah, écoute, ben, ça dépend toujours de l'âge, ça dépend des activités, là, aussi du conjointe, etc. Donc, voilà. Avant d'aller plus loin dans le sujet du jour, on va saluer nos amis de Star Wars Littérature Québec. Donc, si c'est pas déjà le cas, allez voir le groupe, abonnez-vous, partagez votre passion pour la littérature Star Wars sur le groupe Star Wars Littérature Québec, groupe Facebook. Aussi quelques podcasts maintenant qui sont, je crois, sur YouTube, hein, si je ne me trompe pas. Donc, et nous-mêmes intervenons quand même assez souvent aussi. Là, donc, on vous invite à rejoindre le groupe, que vous soyez québécois ou non. Un petit WhatsApp rapide de Jean. Bon, évidemment, précisons que Jean est allé au Japon. Hein, il n'y a pas si longtemps. Donc, les WhatsApp, il peut y en avoir beaucoup. Mais dans le plus récent, tu peux mentionner Endor. Je t'autorise à mentionner la série Endor parce que moi aussi, évidemment, je ne pourrais pas ne pas le mentionner. Ah ben écoute, c'est drôle parce que à ce moment-là, alors on enregistre un peu en avance de la diffusion de cet épisode, mais je n'ai pas encore vu un seul épisode d'Andor. Oh, ok. On est à une semaine. Attention. Voilà, on va faire attention de ne pas spoiler. Ouais, s'il te plaît, ce serait sympa. Mais ouais, on est à une semaine, je crois, du début de la série, donc les 3 premiers épisodes sont sortis, mais malheureusement, je suis en plein visionnage de la filmographie de Terry Gilliam. Alors, ça n'a rien à voir avec Star Wars, donc je ne vais pas parler plus de ça. Mais voilà, je suis plus là-dedans en ce moment et j'irai sur Andor un peu plus tard quand j'aurai terminé. Il ne me reste plus qu'un film après je vais sur Andor. Non, là, petit WhatsApp jeu vidéo, parce que je viens de recevoir récemment. Ben, le tout dernier né, alors des portages Aspire, hein, on les connaît. Les derniers, non, l'avant-dernier né, d'ailleurs, parce que le dernier, c'est Jedi Battle Droid, ou un truc comme ça, épisode 1, j'ai plus le titre. Donc, c'était l'avant-dernier. On sait que chez LRG, donc Limited Run Games, il faut attendre un petit moment hein, si tu veux recevoir ton jeu en physique. Mais au final, voilà, il est enfin arrivé après, c'est quoi, 6-8 mois d'attente, on va dire, et en version simple, évidemment. Donc, c'est le portage, le relissage HD du jeu Bounty Hunters, qui était sorti en 2000, je sais plus, 2002, 2003 par là. Sur GameCube, là on le voit, moi j'ai l'édition GameCube, sur PlayStation 2, sur Xbox à l'époque évidemment, et que j'ai aussi, alors j'ai pas réussi à le trouver, il est dans la collecte derrière, que j'ai chopé sur PS4 aussi, qui est sorti partout, donc ça fait plaisir, et donc un super jeu. Où on joue et c'est raccord avec la BD Django Fett qu'on a critiqué récemment. Ouais, voilà, exactement. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai jamais fait, ni sur GameCube à l'époque, ni sur Switch, tu vois, il est encore emballé. Donc, il faut que je trouve le temps de me les faire, parce qu'apparemment, c'est un jeu bien sympathique, ma foi. Voilà. Ouais, ben, c'est ça, il faut que tu slackes les filmographies là, que tu fais en famille, là, de toute la filmographie d'un réalisateur complet. C'est sûr que ça bouffe du temps, il faut pas se le cacher. Et encore, Guillaume, c'est quoi? C'est une douzaine de films, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Mais, oui, juste une douzaine de films, c'est pas grand-chose. C'est ça. Excellent. Et écoute, je vais mentionner Andorre, je l'ai déjà dit, parce que je n'ai pas participé à l'émission qui avait été préenregistrée. Répétons que Star Wars en direct a eu la chance de faire partie des partenaires de Disney, partenaires médias cette fois-ci. Donc, on a eu accès à la totalité de la saison 2. Mais je préférais me garder la surprise avec ma famille pour chaque semaine. Et aussi, une qualité aussi, là, parce que la version qui est disponible média habituellement, il y a du filigrane, là, secret dessus et compagnie. Donc, c'est ça, je préfère avoir la grosse installation en 4K et compagnie. Mais écoute, sans spoiler, Jean,
Tu sais, des fois, les critiques sont trop dithyrambiques, Ouais, puis ouais. Moi, tu j'ai peur de crées des ça. attentes, et puis t'es déçu. Moi, écoute, je vais te dire, là, je suis parfaitement d'accord avec toutes les critiques que j'ai vues. Que ce soit de la communauté Star Wars ou externe, parce que j'ai vu plein de critiques cinéma, tu sais, autres que, tu sais, pas spécialisées Star Wars. Et clairement, c'est la meilleure production télévisuelle là, de Star Wars depuis que Disney a la franchise. Écoute, c'est phénoménal. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et je partage pas les mini. Il y a des mini-critiques sur le montage. Fait que quand tu l'écouteras, tu verras ce que tu en penses. Ouais. C'est un choix qui a été fait, mais c'est un choix qui raccorde avec le film Rogue One aussi. Parce que quand je réécoute Rogue One assez régulièrement, et là aussi, c'est des fois un montage qui passe d'un endroit à l'autre pour des mini-scènes, pour qu'on vit des événements en temps réel de plusieurs endroits. Fait que, non, c'est ça. Moi, écoute, pour moi, c'est à tout point de vue, c'est un chef-d'œuvre. Après, c'est très adulte. C'est sans aucun doute le Star Wars le plus adulte qui a jamais été fait. Donc, pour un 7 ans, pour plein d'aspects, le rythme, les thèmes abordés, etc., c'est vraiment... On n'est pas dans quelque chose pour enfants. Ici, on n'est plus du tout dans du Star Wars pour enfants. Fait que, est-ce que tu le regardes en famille, du coup, peut-être pas avec les plus jeunes? Je regarde en famille, mais entre adultes. Donc, oui, d'accord. C'est ça, les jeunes enfants écoutent chacun de leur côté. Mais effectivement, déjà, la saison 1 avait moins plu aux plus jeunes à cause du rythme. Puis, tu sais, c'est ça, il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de magie, etc. C'est encore le cas ici, mais c'est ça. On est dans pur espionnage, complots gouvernementaux, etc. Non, je te dis, là, moi, à date, après 3 épisodes, je suis comblé. Donc, je ne peux pas demander mieux. Sinon, rapidement, écoute, ils ont réédité, pour rappel, pour aller avec mes casques, qu'on voit les boîtes derrière moi, j'aime bien avoir les Funko Pop pour aller avec. Oui. Et Luke en pilote, ça date de la toute première phase, les 10 premiers Funko Pop, là, il y a comme 15 ans. Là. J'ai toujours trouvé qu'il était extrêmement laid. Même les logos de l'Alliance Rebelle ne sont pas de la bonne couleur. Eh bien, Funko vient enfin d'en faire une nouvelle version qui vient de sortir. Vous voyez la différence là, de l'évolution en 10-15 ans. Donc, beaucoup, beaucoup plus détaillé. Très, très joli. Et c'est ça. Je ne sais pas comment je vais mettre ça dans mon présentoir, on va dire. Je ne sais pas si je vais garder les deux ou juste mettre le plus récent. Mais voilà. Fait que de toute beauté. Et sinon, écoute, une surprise très locale, quand on parle de reconnaissance. Écoute, une équipe de hockey de Québec, une équipe de ligue de garage, comme on appelle au Québec, là, donc amateur, pas professionnel. Ils se sont... le nom qu'ils ont choisi, c'est Darth Vader. Ils se sont fait des chandails. Et ils en ont donné un à ma fille pour moi. Écoute, donc voilà, bon là, effectivement, sans équipement de hockey, ça a l'air très, très grand. C'est génial. Mais Darth Vader, écoute, Sith Lord avec 77, évidemment pour l'année 77. Donc voilà, de toute beauté quand même. Génial, et donc, l'équipe s'appelle Darth Vader? Non. Ouais, je ne sais pas s'il faut dire les Darth Vader ou quoi. D'accord, ok. Oui, c'est vu que c'est amateur, ils n'ont pas de problème de droit, j'imagine. Non, c'est ça, exactement. Il n'y a pas d'enjeu de ce type-là. Fait que merci à l'équipe. Écoute, via Tamara, ma fille que certains d'entre vous connaissent, écoute, c'est ça, ça fait des petits. C'est vraiment une surprise sortie de nulle part, on ne l'attendait pas. Donc, très apprécié, on les salue. Jean, écoute, autant dans nos WhatsApp, ça pouvait être bordélique, autant dans les émissions récentes, ça peut l'être aussi, parce qu'il y a comme 25 émissions de Star Wars en direct en 2 semaines. Est-ce que tu peux nous aider à nous y retrouver un petit peu? Écoutez, il y a les épisodes, vous les aurez très certainement écoutés depuis, mais il y a toute la couverture de Sébastien Minot en partie, et de Fred aussi, qui était là-bas, de Boba Fred, sur la Star Wars Celebration Japan. Voilà, donc vous avez toutes les journées, les résumés, les gros points forts de la célébration, donc résumés par Boba Fred, Seb, parfois des invités. Je sais qu'il y a Marc, le réalisateur Marc, j'aurais plus le nom de famille,
du fameux documentaire là. Marc Joly Corcoran. Coréen, voilà, j'avais le premier, j'avais pas le deuxième. Joly Corcoran. Tout ça, voilà, donc toute l'équipe qui fait une petite review de la superbe Celebration Japan. Et on enchaîne directement après par les reviews des épisodes d'Andor. Donc, encore une fois, les 3 épisodes de la semaine dernière ont été déjà débriefs par la team québécoise. La team française va s'atteler au débrief des épisodes 4 à 6, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, donc on enchaîne avec ça. En plus de ça, Seb Mino a fait un excellent travail sur une interview exclusive de Geneviève O'Reilly, donc l'actrice qui joue Mon Mothma dans la série, ainsi que Tony Gilroy, qui n'est ni plus ni moins que le showrunner de la série et le créateur de la série Andor. Donc très très cool interview, dispo sur YouTube. C'est un Star Wars Express. Certains diront sauveur de Rogue One. Donc, on ne saura jamais, c'est comme l'assassinat de Kennedy, on ne saura jamais qu'est-ce qu'il y en est réellement, mais effectivement, c'est Tony Gilroy qui avait été appelé à la rescousse, puis qu'après ça, pour faire des reshoots à la fin de la production de Rogue One. Ça, tu parlais de montage de Rogue One un peu épileptique et rapide, mais c'est vrai qu'il faut dire que Rogue One est passé proche de la catastrophe. On se rappelle, le réalisateur n'a pas fini son film, Gareth Evans. Écoute, comme je disais, on ne saura jamais le fin fond de l'histoire. Je ne suis pas certain que c'est tant proche de la catastrophe, dans le sens où maintenant, les reshoots sur les gros blockbusters hollywoodiens, c'est commun. Donc, ça a été annoncé comme un signe de catastrophe, mais ça n'a jamais été vraiment dévoilé comme ça. C'est pas comme Solo, c'est pas comme l'histoire de Solo. Non, c'était encore une autre histoire, mais je me rappelle aussi qu'il n'y avait pas que les reshoots, parce qu'effectivement, les reshoots, c'est commun dans le monde hollywoodien, mais il y avait aussi le compositeur musical, qui était censé être le compositeur français, dont j'ai plus le nom en tête, là, qui a été dépêché. Oui, dernière minute, c'est Michael Giacchino qui est revenu et qui a fait un super travail sur Rogue One. C'était, j'ai plus son nom, le français, là. J'ai plus. Qui a fait les dernières Potter. Mais bref, voilà, entrevue courte, mais très, très sympathique. Et là aussi, on remercie Disney pour cette participation-là. C'était vraiment sympathique. C'est dommage, j'ai pas l'image. Sinon, si vous n'avez pas, comme Jean, vous n'avez pas encore écouté Andor, il y a aussi des premières réactions sans spoilers. Là. Oui, c'est vrai. En version express sur YouTube. Donc, peut-être un 15-20 minutes max. Donc, de Jean, Seb et Danny. Jean-François. JF, ouais. Ouais, c'est quoi j'ai dit? Jean. Sans François. Jean-François, c'est ça? Fait que moi, c'est ce que j'ai fait. Là. J'ai écouté leur avis avant. Fait que ça ne me l'a pas gâché, je vous rassure. Oui, j'ai toujours peur. Que ça m'influence, tu sais, la vie des autres. Mais... Voilà. Sinon, écoute, côté littérature, on peut mentionner peut-être le plus récent. C'était un direct. Je suis... est-ce qu'il est disponible là, en audio? Je ne suis plus certain. Mais bref, sur YouTube, vous l'avez. Il va l'être incessamment si ce n'est pas le cas. Donc, c'était sur le roman Reign of the Empire. Le premier roman. Techniquement, si vous allez sur YouTube, dans la section live, il est dispo. Donc, vous pouvez visionner là. Mais l'épisode podcast dispo sur Spotify. De toute façon, le temps que l'émission d'aujourd'hui sorte, théoriquement, il va être... Oui, tu as raison. Il sera sûrement sorti. Et on peut peut-être mentionner, sans faire toutes les news littérature qu'il y a récemment, parce qu'entre le Japon et QC, il y en a eu beaucoup. Mais surprise de QC, écoute, la traduction du règne de l'Empire, le masque de la peur, va arriver très rapidement. On parle de quoi, 4-5 mois max en version anglaise. Fin août. Fait que je suis surpris parce qu'en plus, comme tu le sais, c'est un gros volume. Ça va être dans le top 5 peut-être des plus gros, peut-être même top 3. Donc, fait que, je ne sais pas si des fois, je sais qu'ils se mettent à plus qu'une personne pour traduire. Mais bref, chapeau à Pocket pour cet objectif de traduction très, très rapide. Je pense que, comme d'habitude, on peut dire qu'on est comblé de ce côté-là. On est loin de l'époque où il fallait attendre des années avant d'avoir la version française. Très cool. Voilà, donc, sans plus attendre, on passe en hyperespace puis on attaque la BD de jour. C'est parti! Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace, comme je mentionnais, on est là pour parler du 10e et dernier tome de la série Dark Vador 2020. 10 tomes pour une série, hein, Jean, on commence quand même à avoir fait le tour. Là.
C'est beaucoup quand Effectivement, même. ouais. Tu disais, certains diront enfin, je fais partie de ceux qui diront, enfin. Mhm. Enfin, c'est la fin de cette série-là, parce qu'on va pas se le cacher, c'était pas la plus passionnante. Ouais, exactement. Écoute, avant d'aller avec les specs, je peux peut-être rapidement faire la lecture du synopsis. Cette fois-ci, d'ailleurs, j'ai vérifié, il n'y a pas d'erreur. Je ne sais pas si tu souviens sur une émission récente, c'était pas du tout le bon synopsis sur le site de Panini Ça va. Comics. Donc ici, on suit Sabé, hein, l'ancienne suivante de Padmé Amidala, qui se lance sur les traces de Luke Skywalker. Dans le même temps, le schisme impérial dévoile son plan ultime, qui pourrait avoir pour conséquence de fournir à Dark Vador tout ce qu'il désire. Donc voilà. C'est un album côté spec qui peut sembler court. Dans le fond, ce n'est que 3 numéros de la série principale plus un one-shot. Par contre, il faut dire que le numéro final est double, même un peu plus que double en grosseur. Oui. Donc, bon, ça vient compenser un peu là, cet aspect-là. Ça fait à peu près l'équivalent d'un 5 numéros comme album. Donc, on parle, quand je dis le one-shot, là, c'est ça. Là, on a les numéros 48 à 50 de la série Dark Vador et on a un one-shot qui était pour le 25e anniversaire de la menace fantôme. Voilà, Qui s'appelait tout simplement 25e anniversaire de la menace fantôme, mais qui porte sur Anakin, là, essentiellement. Ouais. Et ça, dans ce one-shot d'une trentaine de pages, tu rajoutes ça, le numéro 50, donc le dernier numéro de la série, qui fait lui une cinquantaine de pages, et tu disais un peu plus du double. Ouais, donc, 53, je pense. Ouais. Et on finit par un 136 pages, je crois, chez Panini. Donc c'est un tome normal. Quoi. Exact. Donc, on n'est pas lésé niveau contenu. Quoi. Sorti tout récemment au moment où on... en fait, sorti demain au moment où on enregistre. Mais bon, là, comme je vous dis, le calendrier, on a tellement enregistré de trucs Star Wars en direct, ça se pourrait que l'émission sorte juste peut-être dans 2 semaines. Bref, sorti le 30 avril. Chronologie, on est en +3. Donc, tout juste avant le retour du Jedi. Scénario, Greg Pak depuis le début de la série. Au dessin, Raphaël Yenko, plus toute une panoplie d'autres, parce que le numéro 50, ça commence avec... C'est comme 4 petites histoires. Donc là, chacun, c'est Greg Pak, mais c'est un dessinateur et un coloriste différent. Donc, voilà, Raphaël Yenko. Aux couleurs, c'est Federico... J'ai plus son nom de famille. Attends. Un petit peu, je l'ai ici. Tu l'as? Federico Bli, ou Ble, je ne sais pas du tout, il faut le prononcer comment. En anglais, on dirait Bli, là, mais ouais, B-L-E-E. Mais là aussi, comme je vous disais, dans les histoires subséquentes, c'est pas le même. Et même chose pour le one-shot du 25e anniversaire, c'est un autre dessinateur. Ouais, Will Slaney, là, on en avait Will Slaney, ouais, exact. Mais tous des habitués, autant dessin, couleur, etc. Tout le monde, c'est des couvertures, c'est tous des habitués de Star Wars qu'on a très fréquemment. Avant, tu disais le numéro 50 qui est. Moi, je dirais plus c'est l'épilogue, en fait. Là. Genre, le numéro principal est fini par Yenko, Raphaël Yenko. Et puis, après ça, après une première fin, on va dire, tu as 3 autres petites histoires qui viennent un peu conclure, un genre d'épilogue. Tu as 3 petits épilogues qui viennent conclure. Et c'est ces 3 petits épilogues qui sont dessinés par 2 dessinateurs différents. Voilà. Ouais, exact. Dans le fond, le dernier arc, on va dire, s'appelle Le Fils de Vador. Donc, c'est le numéro 48-49. Et après ça, tu as le dernier qui s'intitulait Terminus, que là, ben, c'est ça. C'est comme un épilogue de un peu les différents personnages, les différents arcs là, de cette fameuse série-là de 50 numéros. Histoire de célébrer la fin de la série, quoi, avec un numéro un petit peu anniversaire. Quoi. Enfin, voilà. Fait que si, avant de passer au résumé spoilers, Jean, si je te demandais un avis sans spoil. Alors, vite fait, je vais te dire enfin, hein, comme je disais, enfin la série. On va le rappeler, mais pour moi, c'était la moins passionnante de toutes les ongoing. Même Bounty Hunter, Afra, Star Wars me plaisait plus niveau contenu que cette série Dark Vador de 2020. Ce qui est dommage parce que de la série de 2015 et de 2017, les 2 séries précédentes de Vador étaient quand même très très bonnes niveau qualité. Et là, ça va faire, tu diras, alors 5 ans, c'est pas vraiment 5 ans, ça fait 4 ans. Beaucoup plus courte aussi. Oui, aussi, beaucoup plus courte. Effectivement, c'est vrai que là, on tirait en longueur. Et là, donc, tu disais, les Greg Pak, ça va faire 4 ans. Parce que ça a commencé de février 2020 à septembre 2024. Pardon. Donc, là, techniquement, la série est terminée en 2024, l'année dernière. Mais il faut dire que, voilà, en fait, je crois que le pauvre, en fait, Greg Pak, il a dû jouer aussi avec le fait qu'il y a eu ces fameux 4 crossovers entre-temps. Les événements, voilà, les 4 événements. Et je trouve que ça a mis du plomb dans l'aile, notamment pour tout ce qui est les arcs de Dark Vador, et notamment pour le perso de Dark Vador, lui faire des choses entre les 1 an qui sépare l'épisode 4 ou 5 où on sait
5 et 6, pardon, où on sait que tout ce qu'il veut, c'est juste récupérer Luke pour le présenter devant l'empereur. Et il a dû broder le Greg Pak et effectivement, ça nous a un peu perdu. Alors, je trouve qu'il a quand même réintroduit des personnages comme Sabé qui nous a beaucoup bien plu tout le long de cette série-là. Mais j'avoue que tout le reste, comme là on en parlera, là, le Mar Corps ou le schisme impérial, tout ça, je trouve ça tout pourri, je trouve ça tout pété comme histoire. Donc ça souffle le chaud et le froid, cette série. Et encore une fois avec ce tome-là. Voilà. Ouais, t'as pas mentionné Oshid Bestoul. Ah ouais, celui-là. Au cœur de cette série-là. Écoute, j'en dirai pas énormément plus, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je trouvais que ça partait très bien. En 2020, Sabé, le retour de Sabé, en plus, ça faisait vraiment une continuité avec le roman là, L'ombre de la reine, ouais. Mais effectivement, comme tu dis, les différents événements qui sont venus foutre le bordel, là, donc, pour un rappel, il y a eu 4 événements, hein, War of the Bounty Hunters et les 3 suivants. Il y a, c'est ça, Oshid Bestoul qui s'est montré aussi, là, de ce côté-là, pour moi, il y avait 0 potentiel. Et ça se conclut sur 0 potentiel. Voilà. Le schisme, assez d'accord avec toi. Je vois pas beaucoup d'intérêt, surtout en fait de la manière que ça a été exploité. Oui, voilà, on aurait pu être dans quelque chose de beaucoup plus politique, beaucoup plus complot, plus sérieux, on va dire. Ouais. Là, c'est très basique. Là, on n'est pas dans la subtilité, on est dans des personnages cyborgs, c'est ça. Sinon, comme tu dis, le Mar Corps, on y reviendra en partie spoilers, mais pour rappel, c'est des rebelles cyborgs, comment dire, pas retournés, en fait, pas volontairement retournés. Ils deviennent au service de Vador, mais en fait, c'est parce que c'est ça, ils sont contrôlés. Là, convertis, vu que les cyborgs, voilà, ils ont changé leur programmation et puis ils sont devenus très peu effectivement, très peu d'arcs qu'on a en route de savoir la fin. À la limite, c'est ça, il y a Sabé. Sabé, je trouve que c'est ça, c'est ce qui est à garder de cette série-là. Puis il y a mais tu sais, il y a tout un côté exégol aussi, là. C'est pas spoilers dans le sens qu'on est allé amplement dans les séries précédentes, que personnellement, je trouve que c'est n'importe quoi comme ça. Encore, on est dans les délires de J.J. Abrams. Fait que vraiment, Greg Pak a cousu à partir du patron de J.J. Abrams, fait que, avec Oshid Bestoul, puis avec Exegol, puis les bestioles là, gigantesques, et puis bon. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'est pas ce que je recherche dans Star Wars du tout. Sinon, il y a un petit côté relation avec Luke. Voilà. Vador, Luke, puis tu sais, Vador qui prépare, entre guillemets, les événements du retour du Jedi, qui protège Luke même, etc. Donc, oui, bon, ça à la limite, ouais. C'est léger dans le tome, mais effectivement. Sinon, les fameux, tu sais, Greg Pak a repris ça c'est Charles Soule qui avait lancé ça, je crois, là, mais les flashbacks, tu sais, d'Anakin, soit des vrais flashbacks, soit des visions de faux flashbacks, là, par le moment où on lui reprochait d'abuser, c'est que la moitié d'un numéro, c'était des flashbacks. Cette fois-ci, c'est pas le cas. C'est quand même tolérable, ouais. Puis on revient à la fin, c'est ça, à la toute fin, on revient beaucoup sur de l'enfance d'Anakin. Fait que, tu sais, pour une conclusion, il y a une certaine logique aussi de revenir au début. Là, tu parles de l'enfance d'Anakin dans le numéro anniversaire ou dans le... ouais, c'est ça. Ça, c'est dans le numéro anniversaire. Ouais, là je sais plus, là, entre les 4 numéros du Terminus. Puis, non, c'est vrai. Dans un des épilogues, c'est vrai qu'il rappelle le groupe d'amis de Anakin de l'épisode 1, effectivement, qui ont grandi, et c'est des personnages qu'on a vus tout le long de cette série Dark Vador 2020. Ils faisaient des petites apparitions. Alors, c'est rigolo parce que Dark Vador n'avait pas l'air de savoir que c'était leurs amis. Les amis, évidemment, ils ne savent pas que c'est Anakin dans l'armure. Tu avais une petite relation avec le lecteur qui sache. Ou peut-être que Dark Vador le savait. Oui, Anakin Vador, lui, il le sait. Ouais. Lui, il le sait, mais pas dans l'autre sens. Là, c'est plutôt ça. Et là, tu as un petit clin d'œil avec eux en fin de tome. Mais oui, c'est très léger, quoi. Fait que, écoute, voilà, on garde nos notes pour la fin, hein, oui, c'est ça. Et pour le one-shot, parce que tu parlais des flashbacks et que Greg Pak se limite un petit peu dans ce tome-là, le tome précédent, c'était le cas aussi. Hein. C'est vrai qu'il abuse pas trop, mais dans le one-shot anniversaire, l'épisode 1, tu veux qu'on donne notre avis maintenant sur ça? On peut donner notre avis puis l'aborder, écoute, mais peut-être mentionner expliquer au niveau structure, tu sais, parce que moi, je savais pas exactement à quoi m'attendre.
Alors, on ne se cachera pas, la couverture, la description, tout ça nous vendait pas exactement à quoi s'attendre. Ça aurait très bien pu être une adaptation pure et simple de la menace fantôme. Ben non, mais on l'a déjà eu, donc ça aurait été bête, quoi. Enfin, on l'a jamais. Ouais, mais on l'a pas eu dans le canon. On l'a pas eu, comment dire, à l'époque, là, mais pour rappel, même les adaptations de romans et de comics en comics, vu qu'ils prennent toutes sortes de libertés par rapport au scénario du film comme tel, ne sont pas nécessairement canon pour autant. Ici, c'est pas ça de toute façon. Mais je comprends pourquoi tu le mentionnes. Il y a toujours, mettons, une pleine page avec plein d'événements du film. Et après ça, on tombe à des moments qu'il n'y avait pas dans le film. Donc, pas nécessairement des scènes coupées, là, mais tu sais, des scènes entre Anakin et sa mère, ou des choses comme ça. Il y en a une avec Jar Jar. Après, pendant qu'Anakin attend dans le corridor, là, il attend là, on n'est pas dans des gros spoilers, vu que c'est un film que tout le monde a vu, là, mais c'est ça. Donc, Anakin rencontre le Conseil Jedi et après ça, il attend la décision du Conseil Jedi. Fait que c'est ça. Là, on a une scène qui discute avec Jar Jar. J'avais un doute. Cette scène-là n'est pas dans le film, tu vois. J'avais un doute. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu, mais peut-être pas, en fait. Je sais plus. Non, c'est ça. Moi, j'ai bien apprécié. Tant qu'à faire un numéro anniversaire, puis à remettre des événements du film, ben, j'ai trouvé que le dosage était quand même bien. Peut-être un peu trop. Voilà. Parce que moi, je suis vraiment pas d'accord. Là, je trouve que c'était abusé. Ben, quand on a découvert ça, c'était l'année dernière que ce numéro est sorti pour les 25 ans, tu disais. Et moi, j'étais excité de voir des aventures parallèles au film, tu vois. Et ça commence bien, ça commence comme ça, où tu vois un jeune Anakin qui se réveille d'une vision et tout. C'est pas mal d'un rêve. Et tu vois sa vie, tu sais, il va faire une petite conversation avec sa mère. C'est avant que les Jedi arrivent, hein, donc c'est pré-épisode 1. Et tu le vois aller à la boutique de Watteau, travailler, machin. Tu vois qu'il va sauver un Tusken. C'est pas mal parce que ça foreshadow le fait que quand il sera plus âgé, il massacrera les Tusken. Bref. Et à partir. Alors, je me dis, putain, c'est cool et tout, la vie d'Anakin avant et tout. Et bam, t'as les Jedi qui arrivent et là, t'as tout un tunnel jusqu'à la fin. Alors, effectivement, il y a peut-être des petites scénettes comme ça qui ne sont pas dans le film, mais pour moi, j'avais l'impression de revoir le film. Alors là, pareil, j'ai tourné les pages, mais d'une vitesse, je me dis, putain, mais ça, c'est le film, ça, c'est le film. Alors, c'est très bien dessiné, il n'y a pas de souci, mais il y a des jolies pleines pages et tout. Mais au final, je dis, mais je voulais pas voir ça, moi, je voulais pas voir une adaptation du film en comics. Et ça arrive à la fin, et à la fin, tu reviens sur Shmi qui est toute seule sans Anakin, du coup. Et là, pareil, t'as une petite partie de l'histoire qui était vachement plus intéressante, avec encore une fois un Tusken qui vient chez elle et tout. Et là, j'étais, putain, pourquoi n'avoir pas focus sur ça, quoi, et sur les Tusken, la relation Tusken, Skywalker, machin. Surtout qu'on connaît un petit peu la culture Tusken suite à la série de Boba Fett, machin. Donc, ça aurait été intéressant de voir un petit peu le fait que, je sais pas, il soit pote avec une tribu de Tusken, mais qu'au final, il finira par les buter plus tard, ou alors que c'est une autre tribu rivale qui a tué la tribu dont il a sauvé un des membres. Je sais pas, il y avait plein d'histoires possibles. Et non, au final, je trouve qu'il y a trop du film dans ce numéro. Et c'est un petit gâchis, mais bon, voilà, j'étais très déçu par ce. Je sais, l'épisode 1, c'est un film que j'adore, que j'aime. On parle beaucoup de l'épisode 3 en ce moment, parce que c'est lui qui ressort en salle en ce moment, et beaucoup adorent l'épisode 3, mais c'est vraiment l'épisode 1 que j'adore. Et j'aurais espéré vraiment plus de contenu sur l'épisode 1, et au final, c'est un peu léger. Oui, puis il y a un autre choix éditorial pris là-dedans, c'est que, puis c'est pour ça que la décision de Panini est très bien vue de l'intégrer dans l'album Dark Vador, c'est que là, on est exclusivement autour de Anakin enfant. Dans le sens qu'il n'y a pas de scène additionnelle de, je sais pas, au Sénat galactique ou quoi que ce soit, là, ou de moments où Anakin n'est pas présent. Là, on est que dans vraiment là, des extras d'Anakin enfant. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, un petit peu trop. En fait, c'est surtout que si ça avait été qu'une page de transition et après on saute à de l'exclusif, là, on va dire, du nouveau. Mais il y a carrément, non seulement il y a des pleines pages de transition, mais en plus, il y a des pages comme si c'était du contenu nouveau. Mais en fait, c'est par exemple le dialogue de Qui-Gon avec Anakin dans l'espèce d'aréna, là, avant la course ou avant ou après la course. Fait que c'est ça, je suis d'accord avec toi. Un petit peu trop du film, mais écoute,
entre ça et purement une adaptation du film à 100%, ben, je préfère quand même ça. Oui, non. Oui, si tu vas par là. J'essaie de voir le verre à moitié plein. Ouais. Surtout que ça commence super bien, encore une fois, la vision Dream d'Anakin, bon là on va spoiler, mais c'est super cool quoi, enfin, le fait que voilà, qu'ils viennent sauver sa mère, il rêve qu'en fait plus tard en mode Aiden épisode 2, ils viennent récupérer sa mère avant qu'elle se fasse libérer les esclaves, ouais, je sais pas, ça partait bien, et puis je te dis, au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pages sur 30, bam, tu retombes sur des scènes que tu connais déjà, alors qu'on adore. Hein. C'est cool, revoir la scène de Pod, revoir l'attaque de Naboo, la scène tragique là, où Qui-Gon amène Anakin avec Shmi laissé derrière, ne tourne pas. C'est des scènes cultes, quoi. J'adore, mais les revoir en comics, ça m'a un peu déçu. Bref. Ben, écoute, excellent, malheureusement. Pour toi, sinon, Jean, si je te demandais de nous résumer, bon, là, on peut sauter le résumé de ce numéro-là. Je pense qu'on vient de le faire, tous les deux. Oui. Du numéro anniversaire. Si je te demandais de résumer les 3 derniers numéros de la série Vador. Ouais, bien sûr. Ben, en fait, on peut peut-être mettre un petit avertissement spoilers. Oui. Voilà. Donc, comment se conclut l'arc de Darth Vador? Et oui, donc le dernier tome de cette série Dark Vador 2020. Donc, il faut savoir que le tome s'appelle en VO Phantom. Hein, donc, c'est marrant, c'est l'arc. Alors, en VO, il donne les 3 numéros comme un arc. Alors, moi, je trouve que c'est la continuité du schisme impérial, je sais pas quoi. Bref, on s'en fout. Donc, on avait laissé Vador en compagnie du schisme. Donc, tu l'as dit, un groupe. Ah non, tu as parlé du Mar, mais pas du schisme. Donc, le schisme, on rappelle, c'est un groupe d'impériaux mené par l'administrateur Sly Moore, et qui fait un petit peu une petite vendetta en fait contre l'empereur. En fait, ils ont envie de renverser l'empereur, c'est ça, si j'ai bien compris. Enfin bref. Ouais, exact. Vador les avait rejoints. Ils étaient même allés jusqu'à Exegol, tu le disais, pour récupérer une espèce de Kyber cristal géant là. Et Vador, donc, il recherchait Luke, espérant qu'il le rejoigne et qu'il aide à renverser l'empereur pour régner sur la galaxie en mode père-fils. Et Luke, qui avait répondu à un appel de son ami Warba, et qui rencontrait aussi pour la première fois Sabé, hein, donc rencontre Luke Sabé, l'ancienne handmaiden de Padmé. Et voilà, donc on commence ce tome comme ça, où Sabé va d'abord tester sur Luke et l'attaquer. Donc Sabé va aussi stunner, kidnapper Warba, tout ça pour pousser Luke dans ses derniers retranchements et vérifier qu'il est bien Jedi et pas Sith. Donc Luke va commencer à s'énerver, tu vois, mais malgré les vénérements, il va réussir à neutraliser gentiment Sabé. Quand même intense, hein, elle lui tire dessus au blaster à répétition jusqu'à temps qu'il tranche son blaster. C'est ça. J'ai trouvé intense un petit peu le test. Ouais, passé trop de temps auprès de Vador et de l'Empereur. C'est vrai que Sabé a passé énormément de temps à une mission, elle a été embauchée par lui et tout. Donc, bref. Vador d'ailleurs, qui est encore sur Exegol avec le schisme, et là, le Mar Corps, donc ce fameux groupe de cyborgs, tu disais, d'anciens rebelles, donc là, ils ont été. Il y a un temps, dans le tome précédent, ils s'étaient reprogrammés pour servir l'Empire. Là, ils ont retrouvé leur esprit apparemment, mais ils sont rebelles, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, ils vont attaquer Vador. Grosse baston. Il y a pas mal de baston hein, dans ce tome-là. Alors, c'est marrant, tu as le fils qui s'énerve d'un côté, tu as le père qui utilise une grosse partie de son pouvoir avec son espèce de bouclier de staff Kyber. Là. Donc, du coup, ils ressentent l'un l'autre, à l'autre bout de la galaxie, ils se ressentent l'un l'autre, c'est quand même intéressant. Vador, donc, qui a pour mission par l'empereur de retrouver et lui amener Luke. Mais le schisme et Moore, eux, ils veulent tuer Luke pour empêcher que l'empereur ne mette la main dessus. Tu vois. Tout le monde a des bails un peu différents. Et voilà, Luke veut que son père le retrouve, donc il lui envoie le signal de sa localisation, là où il est, dans une espèce de planète enneigée. Là. Au final, Vador change d'avis, il veut pas retrouver Luke, bref, petit drama familial. Là. Et donc voilà, Moore va voir que, comme Vador veut plus tuer son fils, elle va neutraliser Vador. Et elle, Moore, connaissant la règle des deux, elle veut tuer Luke et Vador, comme ça elle sera la seule Sith auprès de l'empereur. Et à un moment, elle pense à ça, tu vois. Et bien sûr, Vador ne va pas rester neutralisé bien longtemps. Grosse baston contre le schisme d'abord, puis contre le Mar Corps, encore une fois. Le schisme va ensuite se rendre sur la planète où se trouve Luke pour le tuer, la planète de neige. Là. Grosse baston, encore une fois. Finalement, Moore va proposer à Luke une alliance. C'est décousu, le scénario. Si vous ne comprenez rien, moi non plus. En résumant, je me rends compte que un coup, elle veut sauver Luke, un coup, elle veut tuer Luke, un coup, machin. Bref, là, en ce moment, Moore veut s'allier à Luke. Comme ça, avec la roule, elle est très attachée à la règle des deux, hein, Moore.
comme ça, avec leur alliance, ils pourraient se débarrasser de l'Empereur et de Vador. Mais au final, non, c'est un piège parce qu'elle veut quand même tuer Luke, tu vois, c'est n'importe quoi, franchement, le scénario. Bref, au moment de buter Luke, Vador arrive, donc Vador s'est pointé sur la planète et va sauver Luke, hein, tu le disais encore une fois. Vador va reneutraliser le schisme et le Marcorp va se pointer sur la planète pour sauver Luke, cette fois, vu que c'est des rebelles. Donc, il sauve Luke. Et hop, des rebelles. Ouais, non. C'est comme si entre le schisme, le Marcorp, Luke, puis ben, c'est ça, Sabé, tout ça. C'est comme si Greg Pak s'était dit je vais essayer de faire quelque chose à la Scorsese, là, avec plein de retournements de situation à la fin, là, ou à la, je sais pas, à la Guy Ritchie un peu. Ou... Oui, avec mais au final, pas certain du résultat. Ah non. C'est plus le bazar qu'autre chose, effectivement. Donc le Marcorp récupère Luke et s'en vont de la planète de neige. Là. Vador, lui, va s'accaparer le pouvoir des espèces de fioles d'énergie, là aussi, un retour de ça, là. Les fioles d'énergie qu'on avait vues dans les tomes précédents. Ouais, des fioles, des espèces de barres, là. C'est comme c'est ça, des barres de fer, mais qui brillent, bleues et qui brillent. Donc, c'est sûrement de l'énergie, parce que ça brille. Ouais, voilà. Ouais. Bon, ouais. Et donc, il va se planter ça dans le corps. Il va se planter ça. Oui, et là, il va se promener avec plein de barres d'énergie c'est ça. Voilà. C'est spécial. Donc, il va être ultra powerful, là, le Vador. Et là, tu croyais que voilà, il va tout péter, Vador. Ben non, il y a les cultistes Sith de Dexegol, justement, qui se pointent sur la planète en chevauchant comment ils appellent? J'ai plus le nom, des espèces de monstres, les bestioles gigantesques, là. Voilà. Des Suma Verminos, voilà, ceux qui sont pointés. Avec des troupes impériales aussi, avec toutes des armées de Stormtroopers. Voilà, avec des Stormtroopers. Ils attaquent tous Vador, et là, Vador va tous les défoncer, mais en mode, il va les carboniser, en mode, ils vont rester avec des squelettes d'eux. D'un seul coup. Ouais. D'un seul coup, voilà. Et au final, l'empereur va se pointer, mais en mode vision, hein, si bien compris, de la force. Et bon, il va pousser encore plus Vador dans la haine, la détestation de tout et tout. Il va essayer de l'enfoncer encore plus. Ce qui va activer en Vador une super puissance de malade. Ça va l'imploser. Enfin, toute la puissance va s'échapper de Vador. Et au final, tout ça va servir à quoi? À faire porter allégeance, encore une fois, de Vador à l'empereur. Donc, il s'agenouille devant l'empereur. Et au final, j'ai l'impression qu'il s'agenouille moins de 10 fois pendant tout ce run. Vador face à l'empereur, donc voilà. Donc tout est bien qui finit bien. Vador est toujours là, l'empereur est toujours là. Vador est toujours le chien de l'empereur, et puis voilà quoi. Le chien de l'empereur, oui. Ben évidemment, ça ne pouvait pas non plus trop finir différemment par rapport au retour du Jedi, mais tu sais, au final, moi je reste avec un goût d'inachevé ou en tout cas ou peut-être de trop plein, dans le sens où j'ai l'impression qu'on aurait été mieux avec la conclusion d'autres albums précédents. Où est-ce que, tu sais, l'aspect, je prépare mon coup de la fin du retour du Jedi, bon, ça, c'est bien, mais c'est ça, c'était quasiment mieux d'arrêter là que là, la fin de celui-là. Écoute, fait que tu parles de ça, il y en a un petit peu, hein, il y a un petit peu, tu sens que Vador veut retrouver Luke, veut le présenter devant l'empereur et tout, ce qui se passera dans l'épisode 6, mais c'est vrai que c'est trop léger. Et on parlait de fin, et donc ça, c'est l'affaire un petit peu des dessins de Yenko, mais après ça, donc on commence les petits numéros flashback, donc c'est 3 épilogues de quelques pages seulement, hein, chacun. Le premier épilogue, donc c'est sur le schisme et Ochi, donc Ochi qui n'était pas là de tout l'arc du schisme là qui revient. Ils reviennent tous sur Coruscant, et donc l'empereur accueille un peu tout le bazar, tout le monde, tout le groupe, et il en veut à personne, l'empereur, en fait. Tu vois, c'était un énième test de l'empereur pour tout le monde, en fait. Tu vois, moi je pensais qu'il allait buter Moore ou Ochi, ou j'en sais rien, mais non, que dalle. Il s'en fout, quoi. Enfin, c'est lunaire, quoi. Donc, au final, Vador, et en plus, Vador va être envoyé pour s'entraîner, encore une fois, à finir ces espèces de créatures calamars, là, avec Ochi. Donc, Ochi va se pointer avec lui. Ochi qui va lui casser les couilles. Moi, il me fait penser à Deadpool, Ochi. Hein. Il est relou, putain, il parle tout le temps. Et Vador, il dit rien, tu vois, jusqu'au final où Vador va le défoncer. Je crois qu'il lui crache un vaisseau dans la gueule. Je sais plus trop. Non. Effectivement, sur le coup, c'est ce que j'ai cru. Mais c'est la manière que c'est monté, entre guillemets, que c'est découpé. C'est pas ça. Le vaisseau qu'on voit qui arrive, c'est celui de Sly Moore, c'est une navette impériale. Puis, dans le fond, Ochi, c'est comme on voit pas les événements, c'est comme caché par une colline. Donc, ok. Mais ouais, j'ai trouvé ça très étonnant. Je suis comme retourné en arrière pour voir si j'avais bien vu. Mais pareil, parce que tu as un passage où, justement, tu as Ochi qui lui dit, voilà, tu as tes gamins là, qui viennent de Witness que tu as fait, va buter les gamins. Tu vois les gamins partir,
tu vois la case où tu as le vaisseau qui atterrit. Donc, est-ce que le vaisseau atterrit sur les gamins au moment où s'attend ou pas? Ouais, ben écoute, tu peux montrer à l'écran si tu veux, là, mais Vas-y. c'est imparfait cette double page, ces deux pages-là. Là. Ouais. On le voit à l'écran pour ceux qui nous écoutent en vidéo. Puis c'est ça, tout de suite après, on va voir le résultat auprès de Chi, qui effectivement, comme tu dis, est un peu défoncé, en tout cas qui a le casque en mauvais état. Ouais. Mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ouais. Alors Ouais. oui, effectivement, c'est pas vraiment le vaisseau, mais tu vois, cette case-là, là, Mhm. tu as les deux gamins qui courent, tu as le vaisseau qui arrive au-dessus d'eux, et puis tu as le vaisseau qui a l'air de. Enfin, je sais pas, hein, oui, non, d'atterrir, en fait, il se crache pas vraiment, mais bon, je sais pas, c'est mal foutu. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai eu la même confusion que toi. Donc, écoute, on ne Ouais. serait sûrement pas les seuls. Sinon, ça, c'était le premier. Non, c'était le deuxième, on va dire, le petit Et le numéro futur, du terminus. Les deux autres. Ah, ensuite, tu as le deuxième épilogue où Sabé se pointe et retrouve Ochi complètement défoncé et va le soigner. Enfin, va lui filer à boire et puis se Ouais, barrer. comme une petite transition. Là. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, là, par contre, c'est que Sabé va se rendre dans une base rebelle, alors d'une planète totalement inédite, hein, il n'y a pas eu de précédent sur cette planète-là. Une planète où donc il y a une base rebelle qui va se faire attaquer par l'Empire, et parmi ces rebelles, il y a Leia, et Leia va discuter avec Padmé. Donc ils vont avoir une petite conversation pendant Avec l'évacuation de la Sabé. base. Avec Sabé, pardon, lapsus révélateur. Mais justement, ça c'était intéressant, et encore, on pourra en discuter plus tard, mais c'était pas assez, tu vois, ils auraient pu pousser là-dessus. Et le troisième épilogue, on retrouve, c'est ça, les deux des anciens amis d'Anakin qui étaient petits dans l'épisode 1. Je crois que c'est le gars qui ressemble à Grido, Ouais. et le gars qui est un peu basané, quoi, et là, qui est black, donc quand il a grandi, je crois, hein, alors que pourtant quand il était petit, c'était plus un Indien, j'ai l'impression, je sais plus, bref. En tout cas, ces deux-là, ils récupèrent les fameuses capsules d'énergie, l'espèce de batterie, les barres de fer brillantes, comme tu dis, Mhm. pour les revendre sur Tatooine, pour libérer les esclaves, et notamment d'autres des amis d'enfance d'Anakin et du même groupe d'amis, quoi. Donc tout ce petit groupe, enfin libre, va se réunir. Ils vont discuter, parler d'Anakin, comment c'était cool quand on était petit, machin. Et puis bam, tu as des bandits qui vont arriver, ils vont vouloir voler leur barre d'énergie, comme ça. Et puis là, Ochi va se pointer, il va buter ces bandits-là, il va récupérer les barres d'énergie pour Vador, il va les ramener à Vador sur Mustafar, et ça finit un peu comme ça, quoi. Donc la série de Vador termine sur Vador, sur son trône, sur Mustafar. Donc là quand même, c'est quand même pas mal stylé comme conclusion de série, on va dire. Ouais, c'est ça, avec une réplique. Donc, il répond à Oshi, Anakin n'existe plus. Donc, voilà. Voilà, c'était le bordel, hein, mais c'était pas passionnant, hein. Cette fin, oh, pardon, je me suis trompé. Hop, c'est celui-là. Voilà. Ouais, ben, mais c'est sa façon de fermer tous les différents petits arcs là, qui ont été ouverts au fil des 50 numéros. Et c'est ça qui avait été aussi interrompu des fois par des événements qu'on décrivait tout à l'heure, là, Hidden Empire, Crimson's Down, etc. Ouais. Ça, c'est ces fameuses barres d'énergie. Et moi, ce qui est dommage, donc là, on pourra en parler plus en détail, mais niveau scénar, il y a 2 points qu'il aborde, Pac, et c'est dommage qu'il n'insiste pas dessus. C'est quand Luke rencontre Sabé pour la première fois, Sabé va mentionner sa mère, genre, oh, tu ressembles vachement à ta mère. Et Luke se pose la question, ah, t'as connu ma mère et tout. Et c'est tout. Et tu vois, pendant tout le reste du tome, voilà, Luke s'interroge pas plus que ça. Oh putain, il y a quelqu'un qui connaît ma mère. C'est encore pire qu'avec Leia. Ouais. Et voilà. Et c'est pareil avec Leia. Leia, pareil, elle mentionne Padmé. Et tu connaissais Padmé et tout. Et bam, et que ce soit Leia et Luke, enfin, je sais pas, tu sais que tes vrais parents sont morts. Leia le sait. Luke, il a plus ses parents, ok, mais Leia aussi, elle doit le savoir. Donc, pourquoi tu ne demandes pas plus de détails à Sabé? Je suis sûr que Sabé adorerait raconter sa vie avec Padmé. Elle connaît Padmé depuis qu'ils ont 15 ans, quoi. Enfin, c'est dommage. J'aurais beaucoup voir. Non, je suis d'accord avec toi. C'est du potentiel tout caché. C'est pour ça qu'on disait tous les deux au début, en introduction, que dans le fond, ça partait bien au départ de cette série-là en 2020 avec Sabé. Ça avait plein de potentiel. Puis des potentiels qui, de mon point de vue, ont été gâchés. Oui. Fait que je pourrais chercher des excuses, des raisons. On le disait, les fameux 4 événements là, jusqu'à Dark Droid, etc. Au final, tout le temps qu'on a perdu avec Ochi de Bestoun, sur Exegol, avec le Schisme, puis avec l'escouade mort, là, les commandos cyborgs rebelles. Là. Qu'est-ce que c'est nul, ça? Puis on a oublié de mentionner, parce que là, ils ne sont pas présents ici, ils sont déjà sortis de l'équation, mais il y avait aussi une bande de mercenaires
dont un droïde en grosse boule. Ah oui, Là, en boule, énorme. c'est vrai. Un BB-8 énorme. Ouais, C'est c'est ça. c'est Ouais, ça. non, Bref, énormément, alors que c'est l'histoire de Sabé et tout ça qu'il fallait développer. Mais bref, écoute, je ne sais pas si tu voulais ajouter autre chose au niveau histoire. Moi, c'est ça. Ça sera pas ma série de Star Wars, même de Vador préférée. Ça Ah sera non. même pas mon œuvre de Greg Pak préférée. Et même dans les albums de cette série-là, c'est très loin d'être mon préféré. Donc, Oui, écoute, ouais, c'est dur d'être trop positif. Là. ben, c'est vrai, je suis désolé, c'est vraiment compliqué. Mais tu disais Greg Pak, après, il n'a pas fait grand-chose dans Star Wars à part les Age of, c'était quoi, Rebellion. Il avait fait aussi quelques numéros de la série Star Wars 2015, et voilà quoi. Après, il a fait une fois. C'est lui qui avait conclu de 2015, Star Wars 2015, et puis il avait enchaîné directement sur Star Wars, sur Dark Vador 2020. Donc, il n'a pas fait grand-chose, et je t'avoue que. En fait, Ouais, je suis en train de chercher. il y avait des pics. Disons qu'il y a des pics dans cette série. Ça avait très bien commencé, tu le disais, et puis les événements sont venus un peu gâcher la fête. C'est remonté un petit peu quand on sortait de l'événement, mais effectivement, non, niveau scénario, ben là encore, tu disais, moi, le tome précédent, j'avais plutôt bien apprécié, même si voilà, le coup du marre et du schisme, je trouve ça un peu naze. Mais voilà, il y avait des personnages de l'épisode 9 là, qui revenaient, là, le fameux. Comment il s'appelle j'ai plus le nom. Le fameux Pride, voilà. Ouais, en version plus jeune. Ouais. Henrik, voilà, Pride, je trouve ça intéressant qu'il le lie au film, parce que bon, qu'on le veuille ou non, l'épisode 9 est là, et voilà quoi. Et là, ils en font plus rien. Là, il est dans le tome, oui, mais il fait plus rien, quoi. Et il n'y a pas de conclusion pour lui non plus. Apparition. Ouais, c'est ça. Une apparition. Enfin, ça aurait été logique qu'il soit, je sais pas, bloqué sur Exegol, ou que l'empereur lui dise, toi, tu vas aller sur Exegol, et rester là le temps qu'on a, parce qu'on sait qu'il sera sur Exegol. Mais ouais, c'est dommage, c'est dommage. Et le pire, ça a été, comme je te dis dans le résumé, là, les changements d'objectifs, mais de tout le monde. Tu as Luke, Vador, Sabé, le schisme et les mares. Enfin, les mares, tu me diras, c'est mécaniquement explicable, mais c'est surtout le schisme et Moore. Putain, mais je comprends pas leur plan en fait. Alors, c'est moi qui ai mal compris le truc. Je suis peut-être débile et tout, mais j'ai rien compris. Pourquoi Ben, c'est qu'au final, tout ça, c'était un Xème complot. Mais là, on est en spoilers, on peut le dire. C'était un Xème complot de l'empereur. Mais donc, voilà, tout au ça final, était connu et Ouais. manipulé par l'empereur depuis le tout début. Donc, Sly Moore ne faisait qu'agir pour l'empereur et manipuler tout le monde. Donc, Voilà. ça se termine comme ça. Là. Il y a comme 2 pages où tout le monde tombe des nues. Là, puis quoi? Tout le monde était au courant? L'empereur était au courant? Ben oui, comme d'habitude. C'est ça. Mais bon. Et c'est comme ça que conclut tout ce qui est Moore, Tantanza, la fameuse, Corlake, l'amiral avec son espèce de bouche là. Ouais. Tout ça se finit comme ça. Et tu es là, ah, pouf, ça se finit vraiment. Ouais, vraiment. On sent une certaine déception dans nos critiques ce soir, Jean. Je suis désolé, quoi, mais j'aurais espéré pour, je sais pas, Dark Vador, merde. Enfin, on se rappelle de séries précédentes, quoi. C'est j'allais dire des putains de séries, désolé du mot, mais là, on est loin de ça, quoi. Ouais, ben on y reviendra à la fin. Là, on fera quand même un mini bilan. Sinon, on peut peut-être aborder au niveau graphique. Voilà. Allez, on va finir sur du positif parce que je sais pas ce que tu en as pensé, mais que ça soit Yenko. On en avait parlé d'Yanko, c'est lui qui a fait le plus de numéros de Dark Vador, il en a fait 29, si j'ai bien compris, sur 50, donc c'est lui qui remporte la palme. J'aime bien son style, mais après on a Paul Fry sur un des épilogues, on a Luke Ross, le fameux, sur un autre des épilogues, et on a Adam Gorham sur le dernier épilogue, tu le disais, et Will Slaney sur l'épisode 1, et ça c'est que des dessinateurs qui ont déjà fait du Star Wars, qui ont déjà fait du Dark Vador, et je t'avoue que c'est tous des dessinateurs moi que j'apprécie plutôt, en fait. Voilà. Donc, il n'y a aucun de ces dérangé. Oui, mais par contre, ce qui est malheureux, je dirais que le plus faible de tout l'album physique là, de Panini d'aujourd'hui, c'est le régulier. De mon point de vue. Après, bon, c'est ça, on aime ou on n'aime pas. C'est pas laid, c'est pas affreux, mais je trouve qu'il n'y a pas de wow. Il n'y a pas de... Je vais être d'accord avec toi. Il n'y a pas de wow. Notamment, c'est marrant parce que les tomes précédents, j'ai réécouté nos émissions et je disais qu'au niveau scène d'action, le gars était pas mal et tout. Et en fait, là, c'est l'opposé. Dès que tu as Luke qui sort son sabre, toutes ces scènes scènes d'action dynamiques, un peu dynamiques, je trouve elles tombent un peu à plat. Quoi. Il n'y a pas de punch. Punch. Tu sais, tu parlais de la fameuse page où Sabé lui tire dessus et tu as une espèce d'effet où je sais pas, c'est trop bizarre, où tu as plusieurs sabres, et effectivement, graphiquement, c'est compliqué de représenter ça, mais je sais pas, ça manque de dynamisme. Effectivement, c'est pas moche,
comment il s'appelle? Rafalienko. Mais je serais comme toi. Ouais, je serais comme toi. Pour moi, c'est celui que j'aime le moins. C'est dommage parce que c'est celui qu'on voit le plus. Ouais, puis tu sais, même Will Slaney, je l'ai souvent critiqué, mais bon, dans le court petit moment qu'on l'a, là, ben en fait, c'est dans le 25e anniversaire. Ouais. Je trouve ça, il est moins dérangeant qu'à l'habitude, il nous montre quand même des très belles choses. Ouais. Le cross, le cross, là, c'est rare qu'on est purement déçu. Là, je cherche le nom des autres. Je sais pas si Adam Gorham. Adam Gorham, il avait fait un petit peu de. J'ai pas souvenir, je ne le connaissais pas ou ça me rappelait rien. Ouais. Si, il avait fait quelques numéros de Dark Vador, mais genre 2-3, tu vois, genre en mode rescousse, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Adam Gorham? S'il n'a pas fait du ah non, après, moi, moi, je le connais sur du Dune et du Godzilla, donc ça n'a rien à voir. Non, t'as raison. Il n'a rien fait de plus que ça sur Star Wars, en fait, que le Dark Vador 2020. Et c'est Paul Fry qui avait fait un peu de Han Solo et Chewbacca, le Live Day, le One Shot, un peu de Révélation, le Max Rebo, qu'on avait bien aimé. Donc ça, c'était Paul Fry. Donc Ouais, qui a un style un peu plus cartoon, peut-être, ou un peu plus jeunesse, mais que moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien ça dans mes comics, là, ce style-là, qui est peut-être moins d'emphase sur les visages. Donc, je me souviens une des cases, c'était le visage de Palpatine. Donc, tu vois qu'on n'est pas dans le même type de dessinateur par rapport à Yenko. Ouais, mais c'est tout de même très. Ouais, tu le montres à l'écran, les visages de Sly Moore, de l'Empereur, Pride aussi, plus simple, on va dire. Plus simple, moins détaillé que Yenko. Et puis après, tu passes à du Larroca. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il y a du Lucross, pardon. Du Lucross, et Lucross, c'est encore autre chose, tu vois, c'est ultra détaillé. C'est du bon Lucross, là, je sais pas ce que tu en as pensé. C'était pas mal. Ouais, tout à fait. Mais Lucross, c'est ça, il y avait, on l'avait critiqué, là, c'était l'adaptation du Réveil de la Force qui était atroce. Mais bon, après, j'ai l'impression que ça dépend aussi des conditions, là, tu sais. Oui, voilà, là on parle de 4-5 pages, non, j'exagère, les 5-6 pages. Et là, voilà, c'est Lucross qui fait le fameux épilogue avec Leia en mode Empress, c'est une espèce de vision. Ouais, c'est comme un potentiel imaginé là, par Sabé, on va dire, ou raconté par Sabé. Oui, voilà. Donc ça, c'était pas mal. Donc, non, écoute, côté graphique, mais c'est ça, c'est pas affreux, c'est pas atroce. Il y a pas d'enjeu, de continuité, là, comme j'explique des fois, là, que le même personnage, dans 2 pages différentes, tu le reconnais pas, là. On n'a pas ces enjeux-là ici. Par exemple, on l'avait il n'y a pas si longtemps avec Mace Windu, là, donc par... le fameux Gentil, là, Gentil. C'est bon, on l'a placé. Et tu vois, on a placé Georges Gentil, voilà. Il faut placer Georges Gentil. C'est ça. Fait que cette fois-ci, c'est pas un désastre de ce côté-là, mais on a déjà vu mieux. Bon. C'est ça. Bon, il reste les couvertures peut-être pour conclure. Oui, bah oui, alors c'est Leinil Francis Yu, donc ça c'est, on l'avait dit, un habitué des covers régulières de plusieurs séries Star Wars. Alors c'est marrant, c'est pas les plus marquantes, je trouve, Leinil Francis Yu, mais pas que celle-là en général. Je trouve que c'est des dessins qui font très intérieur en fait, c'est des trucs qu'on pourrait trouver à l'intérieur, alors que les covers sont censés sublimer un petit peu et apporter quelque chose de plus artistique. Là, c'est trop commun, je dirais. Je suis, écoute, parfaitement d'accord avec toi. C'est pas laid, tu sais. Puis il y a des choses, par exemple, là, Vador. C'est pas mal. Mais c'est ça, effectivement, là, sur la plupart, même celles qu'on a utilisées pour la vignette de l'émission d'aujourd'hui, je trouve ça relativement commun. Ou, tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est pas, ça n'a pas le punch d'attirer mon attention de loin dans une bibliothèque, dans une librairie. Surtout que là, tu montres le numéro 50, donc c'est la couverture qui a été retenue pour le tome de Panini et de Marvel. Et tu comprends, c'est le dernier numéro, il y a un peu tous les personnages de l'arc et tout, de la série Vador 2020. Donc oui, tu comprends le potentiel, mais tu vois, genre celui du 49 avec l'espèce de drill sur le casque de Vador, c'est vachement plus marquant. Là, tu montres la 48, pareil, avec un Luke. Et, oui, c'est pas moche, tu vois, avec Luke, Sabé et R2 qui est pas là, du tout le tome, c'est peut-être un figurant, bref. Mais c'est pas moche en soi, mais on le verra. Une fin de série oblige. Le numéro 50 a eu des tonnes de variantes. Et je peux dire que les variantes, il y en a qui sont magnifiques. Et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi Panini ou Marvel reste sur un tome sans variante. Je sais qu'ils l'ont fait parfois, c'est très rare. Ouais. Je sais qu'ils ont pris une variante pour quelques tomes.
auparavant. Pourquoi il reste sur des régulières moins marquantes? Je comprends. Ben, je pense qu'il y a quand même des autorisations à aller chercher, peut-être des frais à payer aux artistes aussi, j'ai aucune idée, là, mais... Peut-être, effectivement. Parce qu'entre une variante sur un numéro de comics puis une production à plus grosse échelle, si on peut dire, là, sur les albums traduits, ou en tout cas... Ouais. Bref, hypothèse, je sais que tu voulais nous en montrer une magnifique, effectivement, avec Leia. Ben, on reparlait de Leia en mode... Attends, c'est lequel? C'est celui-là. Hop, voilà, Leia en mode Stormtrooper. Impériale, impératrice Leia. Voilà, c'est ça. Impératrice, là, je trouve magnifique. Alors, c'est par l'artiste, j'ai plus non, il est trop petit, là. Derek Shaw. Oh, pardon, excusez-moi. Derek Shaw. Le pire, c'est que c'est une adaptation d'une page qu'on a dans le comics. Mais là, en version vraiment réaliste. Super. Puis le visage de Leia est magnifique, elle Vador en fond et tout. Écoute, meuble un peu, là, je vais retrouver les... Parce que tu le sais... sinon, je peux peut-être montrer à l'écran rapidement quand même notre fil Noto habituel. Donc, même là, pour le one-shot 25e anniversaire de la menace fantôme, c'est un florilège de personnages de l'épisode 1, là. Il y a Padmé, entre autres, qui, de mémoire, n'a aucun rôle dans ce one-shot-là. Mais, écoute, c'est ça. Si on reconnaît tout de suite, évidemment, on comprend que c'est l'épisode 1. Puis, Phil Noto, je sais qu'il y en a qui le détestent. Moi, j'adore. Donc, pour des couvertures, justement, je trouve ça très bien. Quand il avait fait des albums complets, c'était bien. Mais je sais pas, pour moi, il est tellement tagué, là. Tu comprends, le marketé couverture. Puis il fait des couvertures de romans aussi, des fois, pas juste de comics. Donc, mais je me souviens, entre autres, la première mini-série Chewbacca, c'est lui qui avait fait aussi tout le dessin intérieur. Ah oui. Donc, la totalité, c'était Phil Noto. Et c'était pas foufou, si je me rappelle bien, parce que Chewbacca en version Noto, en version réaliste. Je sais qu'il y en a qui n'avaient pas du tout aimé. En tout cas, c'est sympa, sa couverture de l'épisode 1, mais j'aime pas trop les personnages dans les ronds, là. Tu vois, il y a des espèces de ronds. Ça fait très... Ouais, mais j'aurais préféré qu'il fasse une couverture à la Drouz-Trouzan, tu vois, ça ressemble à du Drouz-Trouzan. Tu fous l'espace en fond, quelques vaisseaux qui sortent, et ça te fait du Drouz-Trouzan, quoi. Donc c'est dommage, parce qu'on adore tous Drouz-Trouzan. Est-ce qu'il y avait d'autres variantes que tu voulais nous montrer? Ouais, complètement. Ben voilà, juste vite fait, je vais passer en... Donc ça, c'est dans le tome Marvel, si ça vous intéresse. À la fin du tome Marvel, on a pas mal de variantes cover. Je sais pas si Panini en proposera quelques-unes quand même. Voilà, donc là, on en a une par exemple avec Vador sous la neige, tu vois, donc ça c'était pas mal. Il y a quoi d'autre? Attends, je les passe là. Bam. Voilà, ça j'aime beaucoup, par, c'est quoi, Dick Rijan, avec un Vador sous un soleil de plomb et des TIE Fighters en arrière avec des flammes et tout. Ça c'est magnifique, quoi. On a quoi là? Voilà, c'est là, j'adore, ça c'est qui? C'est Raël Ngo. Voilà, avec un Vador devant son TIE, c'est quoi? Defender? C'est quoi ça? Advance, pardon, oui. Voilà, Advance. Là, par contre, un peu moins bien, la Road Race. Pourtant, Road Race, on l'aime bien en général. Alors, c'est joli en soi, mais je sais pas, la compo est bizarre. Je sais pas, c'est bizarre. Avec Ochi, puis comme on adore Ochi. En plus, dans son rond, là, tu vois, les espèces de ronds comme ça, je suis pas fan. Très comics, encore une fois. Et là, il y a un petit florilège, voilà, avec plusieurs variantes, notamment la fameuse Connecting variante qu'ils avaient fait avec. Alors, la première moitié, c'était un numéro du 50e, voilà, une variante cover du 50 de Dark Vador. Et ça, c'est le numéro de le Star Wars numéro 50 également, qui a fini quasiment en même temps que Dark Vador. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup celle de Vador avec les flammes là, dans les lentilles des yeux de son Ouais. Ben ça, c'est Raphaël Albuquerque. Ça aussi, c'est un grand nom des comics. Donc, magnifique. Tu vois, il y aurait eu des choix de fou pour finir un tome là. Et là, donc, quelques variantes de l'épisode 1. Moi, j'aime beaucoup celle du Tusken, là, avec des effets de lumière magnifiques. Ouais, c'est vrai. Écoute, puis il y a quand même un Tusken dans l'album. Donc... Et voilà. Ben, il y a le Tusken sur la couverture de Noto, donc c'est quand même très cool. Et voilà. Voilà, un peu pour les variantes. Ouais, non, écoute, je peux remontrer à l'écran là, pour le bénéfice de tous ce que ça donne du côté du choix de Panini et c'est le numéro 50. Mais je partage parfaitement ton avis que, voilà, pour moi, c'est beaucoup plus vendeur les variantes que tu as montrées que celui-là. Ça me donne envie de le posséder, de l'avoir en main. Donc, voilà. Sinon, écoute, bilan très rapide de la série. Pour rappel, on fait souvent référence aux autres séries qu'il y a eu. Donc, il y a eu la série de 2020 qui était relativement courte, qui n'a pas duré aussi longtemps que la Star Wars. Je pense que c'était 25 numéros. Après ça, on a eu une pause en 2017. Ça, c'était en 2015, pardon, j'ai dit 2020. 2015, la première série en même temps que la Star Wars à l'époque, là, de la réinitialisation du canon. Ensuite,
2017, on a celle de Charles Soule, qui était pas tout à fait Dark Vador uniquement, puis c'était pas du tout une suite, puis en même temps que les autres. Là, on était tout de suite après la revanche des Sith, et c'était tagué le Seigneur Noir des Sith. Donc, c'est Dark Vador, mais le Seigneur Noir des Sith. Petit détail, en fait, quand les numéros sortaient en numéro un par mois en VO, ça continuait de s'appeler Dark Vador. En fait, ça s'est appelé Seigneur Noir des Sith quand ils sont ressortis en mode TPB, en mode album relié. Mais en fait, la série Dark Vador 2015 comprend c'est Karen Gillan, je crois, qui avait fait le premier arc, et Charles Soule. Non, mais je crois qu'il y avait plusieurs scénaristes. Karen Gillan, c'est Ouais, exact. Et Charles Soule, c'était 2017. Et voilà, et Charles Soule qui parlait plus de post-épisode 3, on a continué techniquement dans la chronologie des numéros Dark Vador. C'est qu'après, ils ont séparé ça en deux séries, quoi. Bizarrement. Ah, ok, tu vois ça. J'en avais pas connaissance, mais pour moi, la série de Charles Soule de Dark Vador 2017, là, pour moi, c'est la meilleure de très, très loin. Puis je voulais en profiter parce que Panini, justement, sort un numéro anniversaire disponible en ce moment, noir et blanc, plus grand format, que certains ont pu voir là, à QC. Je vous montre à l'écran là, ce que ça peut donner. Noir et blanc, ça n'a pas l'air à fonctionner, je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Je ne sais pas si toi ça va marcher. Moi, ça ne marche pas. Désolé, je ne peux pas le partager à l'écran. Mais bref, pour 30 €, un album vraiment de collectionneur, puis des fois noir et blanc, ça change quand même. C'est le premier arc, on va dire, de cette série-là, là, du Seigneur Noir des Sith. Fait que c'est peut-être pas, en tout cas, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur des 4. Il y avait eu 4 numéros. Mais 4 albums, mais voilà, magnifique. Et ben c'est ça, on peut, je ne sais pas si je peux le montrer, mais on peut voir que cette version-là, en plus, sur le site de Panini, sont autographiées par le dessinateur. Donc là, son nom m'échappe. Ouais, j'ai pas le nom plus du dessinateur de cette époque-là. Mais oui, c'est vrai que Panini ressort, là, voilà, sur le site de Panini, il y a plusieurs anthologies Dark Vador, là, pour fêter un petit peu ça. En fin d'année aussi, il y aura pas mal il republie la fameuse... Ouais, c'est Giuseppe Camuncoli. Ah ben voilà, on en parlait. C'est lui qui a fait une des covers précédentes, les variantes. Voilà. Exact. Très, très cool. Donc, c'est bien. Ouais, pour 30 € dédicacé, écoute, un bel album de collection avec une espèce de reliure là, sur le côté. Fait que malheureusement, on ne peut pas commander du Québec directement sur le site de Panini, là, sinon je l'aurais probablement fait. Mais fait que je ne sais pas s'il va être disponible en magasin, par contre, en version non dédicacée, là, ça resterait à valider. Ouais. En tout cas, voilà, tu recommandes plus ces deux premières séries plutôt que celle de 2020, c'est triste. Oui, puis même la première, j'avais trouvé que ça s'était trop étiré. Celle de 2015, rapidement, là, quand c'était tombé, encore une fois, avec du très comics, des cyborgs là, faits par Docteur, je ne sais plus quoi, là, un savant fou, au service de Palpatine qui voulait créer des compétiteurs à Darth Vador. Et voilà, là, on m'avait perdu complètement. Là. Voilà, c'est tout le temps le fait. Parce que le début, il commence bien avec Afra. Enfin, on rappelle, mais la première série Darth Vador, c'est là où il a apparu Afra pour la première fois. Tout l'arc Afra, ça allait. Après, elle a eu sa propre série. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est rentré dans cette routine de l'empereur teste Vador constamment, là, on l'a encore post-épisode 5. T'en avais marre, quoi. T'en as marre. Quoi. Tu te dis, putain, il n'y avait que ça à raconter, quoi, sur Darth Vador. Ouais, non, exactement. Fait que, écoute, c'est ça, même côté bilan série ou album individuel ou etc., ça sera pas nos préférés du tout. Si je te demandais de donner une note à ce 10e album-là, je suis un peu emmerdé parce que déjà, j'ai pas trop aimé niveau scénar, même si le dessin vient sauver un peu le truc. Mais je me suis pas emmerdé non plus, tu vois. C'était pas une torture de lire ce tome-là non plus. Donc, je mettrais un 13, tu vois. Mais le truc, c'est que le tome 4 de cette série Dark Vador 2020, sur Crimson Reign, justement, que j'avais détesté, là par contre, c'était vraiment nul. J'avais aussi mis un 13, bizarrement, il faudrait que je le relise. Et je trouve que c'est pas au niveau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre le tome de Crimson Reign à 12, note temporaire en attendant de le relire pour voir si ça vaut pas moins. Mais celui-là, je le trouve quand même un poil mieux que Crimson Reign, le tome 4, donc. Mais je le trouve moins bon que le tome précédent, donc le tome 9, auquel j'avais mis 14, donc je ne peux pas mettre 14 non plus, donc voilà, je suis obligé de baisser celui d'avant, et je lui mettrai définitivement un 13 sur 20. 13. Ouais. Écoute, moi de mon côté, j'y vais, j'étais ambivalent en début d'émission, donc puis là, à mesure que je t'écoutais, ça descendait, mais là, on mentionnait telle petite idée, ou tu sais, les dessins,
Fait que finalement, je vais me fixer sur un 10 sur 20, un 50%. Ça passe. Dans certaines facultés, c'est la note de passage. Donc, ça passe juste. Mais dans d'autres, c'est un échec total. Donc, ça dépend de votre point de vue. Mais c'est ça, à 50%, je trouve. Puis surtout quand je compare avec. Mais pour donner une idée, l'album précédent, je lui avais donné quand même une meilleure note. C'est ça. Même l'autre d'avant, le 8 et le 9 avaient des meilleures notes que ça. Ouais. C'est quoi, Dark Druid, c'était mieux, tu vois. Pourtant, c'était un événement, mais War of the Bounty. Ouais, non, pour moi, c'est une conclusion ratée. C'était plus sympa. Tu as vu, moi, les notes voilà, sur les 10 tomes, là, si on peut faire un petit bilan, à part les 3 premiers même, parce que le troisième, c'était la guerre des chasseurs de primes. Les 3 premiers, j'avais beaucoup aimé, entre 16 et 18, j'avais mis. Puis après, ça tombe du 13 dès Crimson Reign, et ça va pas redécoller. Après, ça fait du 13, 14, 14, 15. 16 avec Dark Druid un peu, et puis là, c'est retombé, quoi, 14. Donc, c'est pas... Et c'est mon barème, donc les 13, 14, c'est vraiment mauvais, quoi. Ouais, ben là, c'est ça, effectivement. Si les gens comparent avec mes notes, ils vont dire que t'es pas si pire, là, mais comme c'est ça, il faut rappeler aux gens que tu as tendance à donner des bonnes notes, disons. Ouais, j'arrive pas à être trop méchant, mais je dirais que tu as plus raison sur le coup, là, quoi. 10 sur 20, c'est une bonne note. J'arrive pas à être aussi méchant. Par contre, ce qu'on peut dire, alors, c'est que Vador est terminé. Il n'y a plus de série Vador actuellement, mais comme on est dans la période post-épisode 6, là, donc post-logie, on va dire, dans la... Ça n'est que partie remise, à mon avis. Oui, parce qu'il y a une série, tu l'as sûrement commencé en numéro individuel, qui s'appelle Legacy of Vader. Ouais. Mais là, on est dans du marketing pur, parce que c'est une série sur Kylo Ren. Voilà, et c'est une série sur Kylo Ren. Mais Vador, alors, pour le vite, mais Vador est là dans des flashbacks, dans des visions, donc il est en partie là, on va dire. Ouais, mais si des gens reprochent à la série d'être encore une série sur Vador, ben on les rassure, c'est pas sur Vador, c'est sur Kylo Ren. Puis jusqu'à maintenant, c'est un digne successeur à la série de l'Ascension de Kylo Ren, qui était très très bonne. Et c'est encore une fois un duo. Cette fois-ci, je me souviens plus de l'Ascension de Kylo Ren qui était le dessinateur. Mais on a encore Charles Soule au scénario. Ouais. Et c'est quoi? C'est Luke Ross, hein, si je me souviens. C'est Luke Ross, et encore du bon Luke Ross, encore une fois. Ouais, donc pour l'instant, moi, mettons que tu me dis, hey, ils vont faire une série sur Kylo Ren, je vais dire, ouais, c'était-tu vraiment nécessaire? Mais jusqu'à maintenant, s'il y a quoi, 2 ou 3 numéros de sortie? Il y a 3 numéros. 3? C'est vraiment excellent. Donc, vraiment, là, fait que les gens nous entendent critiquer à fond des séries mauvaises, mais tu sais, c'est pour dire, parce qu'il en existe aussi des très, très bonnes. Donc, voilà. Ouais, non, c'est super. Et là encore, ceux qui sont fans de Vador, qui pensent retrouver Vador dans Legacy of Vader, ils vont être déçus de voir que c'est sur Kylo Ren, malheureusement. Mais moi, je trouve qu'il y a pas assez de contenu sur Kylo Ren. Les films n'ont pas réussi à développer le personnage plus que ça. Donc, la Rise of Kylo Ren était très bien, et je trouve que ça continue de développer le personnage encore ici. Ouais, c'est un personnage avec du potentiel, je trouve. C'est Ben Solo versus Kylo Ren, ça. Ouais. Excellent, mais comme on disait, il y a eu plein d'annonces. Dans une prochaine émission de littérature, on va faire quand même un review de tout ce qui est annonce du Japon, là, de la célébration Japon, et accusé aussi pour les versions françaises, puisqu'on en sait là, du côté de Panini. Mais dans le fond, même dans tout ce qui a été annoncé, il y a Dr. Aphra qui va reprendre, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de Vador comme tel. Tu sais, vraiment sur Vador. C'est sûr que là, il faudrait que ça se passe avant, parce que vous comprendrez que là, c'est après sa mort. On est rendu à la chronologie après sa mort. Mais tu sais, un peu comme celle de 2017, on était juste après la revanche des Sith. C'est sûr que là, à un moment donné, ça va devenir très redondant aussi, par contre. On est à chaque seconde de chaque moment là, qui n'est pas d'un film, mais bon. Surtout qu'il va être développé en roman, on en parlera dans les annonces, mais un roman Dark Vador est annoncé pour la fin de l'année. Donc, voilà. Plus la trilogie Legends qui va être éditée par Panini, par Pocket. Ouais. Donc, du contenu sur Vador, il y en aura en roman plus qu'en comics, finalement. Ouais, puis tu sais, on se le cachera pas en comics. Si vous trouvez que Disney, parce que Disney se fait accuser de tuer Star Wars à coup de trop de matériel, trop de séries télé et de films, écoutez, en comics, c'est pire que pire. Là. Marvel presse le citron comme vous n'avez pas idée. Et en plus, s'ajoute à ça Dark Horse, donc pour un petit peu plus jeunesse, ou en tout cas de moins en moins jeunesse, mais il reste que les deux ensemble combinés, là, ça fait une quantité de comics mais complètement hallucinante. Donc, puis entre autres, pour les collectionneurs, ça devient... tu sais, imagine ceux qui veulent toutes les variantes que tu présentes. Ça n'a plus aucun sens.
Voilà qui va conclure notre émission d'aujourd'hui. Justement, on n'a pas mentionné que prochaine émission littérature, ça devrait être quoi, Jean? Alors, ça va être, tu parlais de la comique jeunesse, mais je pense que ça va être la Haute République, la mini-série Le Sabre à louer, qui est un tome qui sort chez Panini le même jour que ceux de Dark Vador tome 10, si je dis pas de bêtises. Ah oui, sur Ty Urek. C'est ça, en mode phase 3. La chasseuse de monstres. Là. Voilà. Et le prochain comic, ça sera après ça, sûrement La bataille de Jakku, dont le premier tome, je crois que c'est 2 tomes, 2 ou 3, non, 3 tomes peut-être, qui sortent chez Panini. Et le premier tome sortira là aussi fin avril. Et en roman, là, on a le premier roman de la vague 3, de la phase 3 de notre République, qui s'appelle Into the Light, de Claudia Gray, qui est sorti début avril. Donc, on bosse dessus, et puis l'émission sortira quand elle sortira. Voilà. Oui, exactement. Moi, je suis dedans. Là, je suis environ à la moitié. Donc, pour rappel, Claudia Gray qui avait écrit Into the Dark au tout début. Ah ouais, non, mais et là, on est à la toute fin, Into the Light. Voilà. On retrouve Claudia Gray. Donc, quand même assez hâte de faire la critique de ça. Même si pour l'instant, je ne te cacherai pas, Jean, mini spoil de ma critique. J'ai hâte, comment dire, de voir s'il y a vraiment, si ça vaut la peine. Parce que pour l'instant, après la moitié environ, là, ou peut-être on dirait. Je commence à me demander, OK, mais ça s'en va où, là? Ouais, on dirait. Mais par contre, juste, elle aura au moins un point pour le Into the Dark, Into the Light. Je trouve ça génial. C'est débile, mais j'adore. Oui, on a commencé avec Charles Soule plus Claudia Gray. On finit avec Claudia Gray, puis après Charles Soule. Écoute, moi, c'est... Ouais. Génial. Donc voilà, c'est sur ces très bonnes critiques, pas de l'album d'aujourd'hui, là, mais bon. Entre de Endor, on va dire, par exemple. Qu'on va conclure... Fini! Oui, exactement. On est content que cette série-là finisse et qu'on passe à autre chose. Donc, voilà, comme toujours, si vous avez des suggestions, déjà, on voudrait savoir ce que vous avez pensé de la série Dark Vador en comics. Si, effectivement, vous partagez l'avis, là, comme quoi ils ont peut-être trop pressé le citron, surtout sur le personnage de Vador, je ne l'ai même pas mentionné parce que c'est trop redondant de le dire, mais écoute, peut-être mentionner rapidement tous ces événements-là. Ah oui. Entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, même pour le personnage de Vador, c'est n'importe quoi. C'est ça. Chronologiquement, ça n'a plus aucun sens. Fait que c'est ça, venez partager les cloches, les pouces, etc. Venez en discuter aussi sur notre Discord. Le Discord a explosé en volume, là, en nombre de personnes récemment, là, grâce à l'événement avec Pocket. Donc, on les remercie. Est-ce que j'ai oublié Twitter, -X, Instagram, Twitch, c'est quoi? On était aussi sur Blue Sky plus récemment. Donc, toutes sortes de réseaux, dont plusieurs que je ne suis moi-même pas encore abonné, là, que je n'ai pas encore de compte comme Blue Sky. Donc, on vous invite à nous suivre. Et je t'ai fait, c'est ça, j'ai fait mentionner prochaine émission littérature, mais est-ce que tu sais s'il y a quelque chose d'autre dans le pipeline de Star Wars en direct? Évidemment, il y a les séries, là, Endor. Voilà. Endor sera publié d'ici là, et j'imagine que la série sera limite finie, ou qu'on sera quasiment proche de la fin de la série quand cet épisode-là sera diffusé, mais à part ça, non, il y a la musique, peut-être la deuxième partie de la musique sur les animations, peut-être? Pas les animés, mais les séries animées Star Wars. Sinon, je peux peut-être spoiler qu'on vous prépare une émission de littérature, pas sur une émission de littérature spéciale, on va dire, qui n'est pas sur une œuvre en particulier. Donc, voilà, c'est quelque chose qui devrait arriver dans les semaines à venir. Voilà, donc, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis tout près de 25 ans, et que la force soit avec vous. Bye tout le monde!